Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir 19h30 en direct, 23h30 bien sûr, et à revoir sur notre site lcp.fr. Retour sur le dossier syrien avec ce débat sans vote, vous avez pu le suivre sur nos antennes hier dans l'hémicycle avec une classe politique divisée sur ces frappes françaises qui ont touché 3 sites stratégiques. Ce fut un débat vif avec un soutien de la nouvelle gauche et du groupe Agir et puis une ferme opposition des républicains, des communistes et de la France insoumise. On reviendra sur leurs arguments. Ils contestent l'intervention unilatérale de la France et estiment que les preuves n'étaient pas suffisantes pour engager ces frappes militaires, rappelant pour certains d'entre eux le cas irakien. C'est vrai qu'on se souvient de ces preuves au Conseil de sécurité exhibées par Colin Powell. Sur le fond, vous allez le voir dans quelques instants, le président Macron maintient son action avec beaucoup de fermeté. C'était la ligne rouge à ne pas franchir, ces armes chimiques, et Bachar el-Assad l'a franchi. Il y a donc intervention. On reviendra aussi sur les contradictions diplomatiques du président, parce qu'au moment où il s'exprimait devant les deux journalistes, au même moment, les États-Unis contredisaient ce que disait Emmanuel Macron sur la présence ou pas des forces américaines, les 2000 soldats au nord-est de la Syrie. Vont-ils partir, vont-ils rester? Les Américains ont confirmé qu'ils allaient partir, on y reviendra dans quelques instants. Et puis, dans ce jeu de poker menteur, ce jeu diplomatique, les Turcs ont aujourd'hui affirmé leur lien très étroit avec les Russes, alors qu'il fut un temps, les tensions étaient très fortes entre ces deux pays, là aussi contredisant en quelque sorte les propos d'Emmanuel Macron, imaginant une dissension, un éloignement de ces deux puissances. On va faire le point ce soir sur ce dossier complexe, parce que pendant ce temps, les Turcs sont toujours dans le Kurdistan, dans une partie du territoire syrien, avec des forces françaises à Manbij et forces américaines qui essaient de contenir la poussée turque. Évidemment, c'est un sujet important, et on parlera des Kurdes parce qu'ils ont payé très cher le prix de cette guerre. C'est presque 4000 soldats qui sont morts pour affronter l'État islamique. LCP.fr bien sûr, le JDD qui est notre partenaire, et je vous présente mes invités. Delphine O, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes députée de La République En Marche de Paris. Dans le vieux monde, vous étiez spécialiste de ces questions internationales, experte en géopolitique du Moyen-Orient entre autres, et président du groupe d'amitié France-Iran. Merci d'être avec nous. Xavier Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Républicains de l'Ain. Rappelons qu'en 2015, en octobre 2015, vous êtes allé en Syrie avec une délégation notamment composée de Jean-Frédéric Poisson. Vous aviez rencontré Bachar el-Assad pendant près d'1h30. On vous écoutera parce que hier, les Républicains ont été très fermes, très critiques à l'égard de l'intervention. Et vous êtes membre de ce groupe qui n'est pas un groupe d'amitié qui vient de naître, ce groupe d'études à vocation internationale France-Syrie. Merci d'être avec nous. Olivier Lepic, bonsoir. Vous êtes historien des armes chimiques, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez écrit beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. On vous écoutera parce qu'il y aura ce débat ce soir sur ces preuves irréfutables ou pas et ces inspecteurs bloqués à la porte de la Ghouta. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service étranger au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, entre autres, parce qu'en 2013... De diplomatie. De diplomatie en général, parce que vous avez sorti un livre sur le Mali. C'était pas le Moyen-Orient, ça. Et non, c'est pour ça que j'ai précisé Isabelle Lasserre, entre autres, car justement il y avait d'autres régions. D'abord, regardez cette image, je vous l'avais dit, le président Macron était au Parlement européen, vous allez le voir sur ces images, il était accueilli par le président du Parlement européen. Et vous allez voir, le président français s'est exprimé avec combativité, avec colère, à des interventions ou à des critiques, justement, sur la position française et ses frappes en Syrie. Écoutez le président français, c'est une colère d'Emmanuel Macron. Où nous faisons la guerre aux terroristes, où Bachar el-Assad fait la guerre à son peuple. 3 pays sont intervenus, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, pour l'honneur de la communauté internationale. Les mêmes qui à chaque fois s'indignent devant les images que nous avons vues d'enfants, de femmes morts d'attaques de chlore. Les mêmes. Restons-nous assis. Défendons-nous des droits en disant les droits c'est pour nous, les principes c'est pour nous, mais la réalité, elle est pour les autres. Non. Non. Une fois n'est pas coutume, Xavier Breton, sur cette colère, le droit, c'est toujours pour nous et pas pour les autres. Intervention française pour dire stop aux armes chimiques.
Vous le soutenez, le président, ou pas, quand il se met en colère comme ça? Tout d'abord, sur le fond, on pourra en parler, mais sur la forme, il y a un problème. Il s'adresse à des parlementaires. Et je crois qu'il y a un problème d'ego actuellement avec le président de la République. On l'a vu à travers ses interventions télévisées. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre en direct au Collège des Bernardins. Oui. Où il dit... Parler aux catholiques, là. J'attends ceci de l'Église, etc. Je crois qu'il va falloir qu'il revienne à une conception un peu plus modeste de sa fonction présidentielle. Il est chef de l'État, il est chef des armées, avec toute la légitimité, il n'y a pas de problème. Mais simplement, il faut quand même faire un peu une introspection et revenir à une pratique un peu plus sereine et paisible du pouvoir, un peu moins égocentrée. Donc sa façon de faire vous choque? Oui, moi, sincèrement, je respecte la fonction présidentielle. Il parle à des parlementaires, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, contrairement à ce qu'il croit. Chacun est dans son rôle. Et donc, qu'il ait des messages à dire, c'est une chose, mais la manière dont il les dit, je crois que c'est pas la meilleure façon, parce que vouloir imposer les choses de haut en bas, comme il est en train de le faire, et encore une fois, il l'a fait avec les Français dans ses interviews télévisées, avec les journalistes, etc. Eh bien, je crois que ça va créer un blocage par rapport à sa personne. Il faut qu'il fasse attention. Les journalistes n'ont pas toujours été très tendres dans l'interview. Hein. On a brisé les codes ce soir-là. Delphine O, la colère, parce que là on entend un député qui dit attendez, le président Macron est parti un petit peu haut, il faut qu'il revienne au bon étage. Ça vous choque ce que vous dit Xavier Breton? Pas du tout, sur la forme comme sur le fond, il a raison. Ça fait des années que la communauté internationale, que les ONG, que les associations, que la population nous demande que fait la France en Syrie, pourquoi la France laisse faire ces attaques à l'arme chimique, ces bombardements de civils, ces massacres de civils. Quand on ne fait rien, on passe le temps à nous reprocher que nous ne faisons rien. Pour une fois que nous sommes intervenus dans un cadre de droit international, en coopération, sans l'ONU, on y reviendra, en concertation selon une résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité, votée à l'unanimité, en concertation avec nos alliés, nous intervenons de façon ciblée, proportionnée, restreinte, de façon à ne pas provoquer une escalade, et l'histoire le prouve puisqu'il n'y a pas eu d'escalade aujourd'hui. Et à ce moment-là, on nous dit de ne pas intervenir. Ou alors, comme Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains, nous demande d'organiser un débat une semaine avant au Parlement, de manière à ce que, évidemment, comme l'avait fait François Mitterrand en 1990, a-t-il dit, pour être précis, puisqu'il avait évoqué François Mitterrand. Mon opinion était sur la forme de l'intervention. Sur le fond, on peut en débattre. Et on va en débattre. Voilà, tout à fait. Mais sur le fond, je pense que sur la forme qu'il a utilisée, ça pose un vrai problème. Isabelle Lasserre, Olivier Péric. Isabelle Lasserre, là, cette image, elle est toute fraîche. Hein, elle arrive du Parlement européen. Enfin, c'est un président Macron, moi, que j'avais jamais vu comme ça. Il est dans une sorte de fermeté, droit dans ses bottes, et maintient son action. Oui, enfin, moi je trouve qu'il a raison de s'énerver. Ça fait 2 jours que la terre entière lui tombe sur la tête, alors que il a édicté une ligne rouge en mai 2017, qu'il a prouvé qu'il tenait sa parole, et que on peut la comparer à la ligne rouge qui avait été édictée en 2013 et qui n'a pas été tenue parce que Barack Obama s'était désisté au dernier moment. C'est pas de la faute de François Hollande. Les frappes militaires, non, c'est de la faute de Barack Obama. Donc là, il y a un président qui tient ses promesses, et en 2013, il y avait un président américain qui ne les tenait pas. La deuxième chose, c'est qu'on va voir les frappes menées par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, bien entendu, ne vont pas bouleverser ni même changer les rapports de force sur le terrain. Ils ne vont pas mettre fin à la guerre. Mais ils rendent à nouveau audible la France. La France est en train d'essayer de jouer un coup, qui est en train d'essayer de relancer le processus politique. La France est un des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. À ce titre, elle a des responsabilités. Elle a une armée qui est la meilleure armée d'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, la plus engagée. Vous en pensez quoi? Parce qu'on va avoir le débat dans quelques minutes sur ces armes chimiques. Mais pas du tout choqué par la colère du président. Ça vous rassure qu'un président français dise voilà, il y a des règles internationales et elles ne sont pas que pour les pays occidentaux, que pour les pays riches? D'abord, c'est très humain de montrer son agacement. Je pense que dans cette affaire, que ce soit en France ou ailleurs, il y a tellement d'acteurs qui veulent tordre une réalité technique à des convictions politiques. Et c'est particulièrement agaçant, enfin en tant qu'expert en tout cas. Et je crois que le président a voulu dire que effectivement, ce débat sur les preuves, on en parlera tout à l'heure, il est oiseux aujourd'hui. Des preuves, on en a, je dirais, des centaines, des milliers de pages sur plus de 100 occurrences chimiques en Syrie depuis 7 ans. Des rapports conjoints des Nations Unies et de l'OIAC qui ont pointé indirectement, mais avec beaucoup de clarté, la culpabilité du régime. On peut s'abriter des heures et des heures, des jours et des jours, des années derrière ce débat de la preuve. Dans une affaire comme ça, dans un théâtre de guerre, le smoking gun, c'est très difficile à trouver, mais on a des faisceaux de présomption qui sont accablants.
Un mot avant de voir ce sujet sur ces fameux inspecteurs qui étaient restés bloqués et qui ont pu, dit-on, avancer pour vérifier si justement ces fameuses preuves. Le président l'a dit, nous ne sommes pas en guerre contre Bachar el-Assad, notre ennemi c'est l'État islamique. Donc c'était quoi? C'est un acte symbolique politique visant justement à faire revenir la France dans le jeu diplomatique en envoyant des bombes? Pas du tout, c'était un acte qui avait une finalité très précise, le président l'a dit, le ministre des Affaires étrangères l'a redit, la ministre des Armées l'a dit, c'est dissuader de futures attaques à l'arme chimique. On a eu une action, encore une fois, qui est ciblée, qui est proportionnée, qui a visé des sites de recherche, des sites d'assemblage, des sites de stockage d'armes chimiques. On a détruit une partie de cet arsenal chimique, probablement pas la totalité. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que Bachar el-Assad ne travaille plus en totale impunité comme il a pu le faire jusqu'à aujourd'hui, en multipliant l'usage des armes chimiques comme il y en a eu des centaines, des dizaines ou des centaines depuis plusieurs années, et qu'on le dissuade d'utiliser des nouvelles armes chimiques. Mais je crois qu'au-delà de ça, le recours à la force, c'est aussi une manière de parler le même langage que Bachar el-Assad. Il ne s'agit pas d'être interventionniste, d'être vache en guerre, et que Vladimir Poutine. Oui. Mais c'est aussi de revenir à la table des négociations, et je pense qu'on y reviendra, de relancer ce processus politique de négociation. Xavier Breton, juste un mot avant de voir ce sujet d'Alice Rougerie. Ce soir, vous êtes sceptique, ou vous dites, malgré tout, il y a des règles à ne pas franchir, notamment la question des armes chimiques. La guerre ne s'arrêtera pas, il y aura peut-être des morts encore, mais pas avec des armes chimiques. Sur le principe... Moi, sur le principe, par rapport à l'interdiction des armes chimiques et l'effectivité, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il y a des problèmes de forme, d'une part. Ça ne s'appuie pas sur une décision du Conseil de sécurité. On sait qu'il y a une règle de l'ONU qui veut qu'une intervention armée nécessite soit une autorisation du Conseil de sécurité, soit un état de légitime défense, soit c'est effectivement un pays qui demande, qui a été attaqué et qui demande une intervention. Ce n'est pas le cas, donc ça pose un problème de légitimité. C'est mal passé au Parlement britannique aussi, sur que Theresa May a été interpellée par les... Voilà, le deuxième gros problème, je pense aussi, c'est que jusqu'à présent, sur les sujets de politique internationale, de défense, d'affaires étrangères, il y avait l'union sacrée en France sur ces sujets. On se rend compte depuis le mandat de François Hollande que c'est en train de bien tout ça un peu se fissurer. Et c'est très inquiétant. C'est pour ça que effectivement faire un débat une semaine avant, on peut s'interroger. Simplement, je pense qu'il y a des modes de consultation, de concertation à avoir, et c'est pas en piquant des colères a posteriori qu'on arrivera à refaire cette unité. Je crois que c'est en expliquant. Il y a besoin d'informations. Il y a beaucoup. Les Français sont passionnés par ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, mais ils ont besoin d'explications. Or, ils ne voient pas aujourd'hui où est la ligne directrice de la France. Si c'est la tradition de la France de dire, eh bien, nous refusons les armes chimiques. Oui, c'est une tradition française. Voilà, et je crois que c'est tout à notre honneur, et ça, nous sommes d'accord. Mais quand on entend ensuite... C'est pour se replacer dans le jeu diplomatique, mais qu'à côté de ça, on a tout de suite à démenti des Américains qui disent mais non, nous n'allons pas rester en Syrie, nous allons effectivement partir. Puis les Turcs qui disent mais non, nous n'allons pas nous diviser avec les Russes, bien au contraire, nous allons continuer à travailler. Ça pose un problème sur la crédibilité de notre position. Vous voulez tous débattre. Regardez ce sujet, c'est intéressant parce que c'est Alice Rougerie qui s'est penchée justement sur ces frappes et sur ces fameux inspecteurs bloqués. Alors officiellement, le gouvernement syrien expliquait que c'est pour déminer les routes qu'ils allaient emprunter. Il y a évidemment un peu de scepticisme de la part de ces inspecteurs. Regardez ce sujet et on va débattre justement de ces preuves et de ces armes chimiques. Regardez. Le tournage de ces images est surveillé de près. Des policiers pour encadrer les journalistes. Première visite de presse dans la ville de Douma après l'attaque chimique. Elle est organisée par le régime syrien. D'autres, en revanche, attendent toujours de pouvoir entrer dans la Ghouta orientale. Les experts de l'OIAC, Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques. Ils sont en Syrie depuis dimanche pour enquêter, mais l'accès à Douma leur est refusé, officiellement pour raison de sécurité. Il est parfaitement clair que la Russie entrave, empêche et bloque les occasions de faire en sorte que nous puissions demander des comptes aux responsables des attaques à l'arme chimique en Syrie. Face à la pression internationale, la Russie autorise finalement le travail des enquêteurs. Les services de sécurité des Nations Unies avec la police militaire arriveront pour tester les routes. Et l'arrivée des experts de l'OIAC est prévue mercredi. Donc la Russie n'empêche d'aucune manière ce processus.
L'enquête s'annonce compliquée, 10 jours après les faits, dans une zone passée depuis sous le contrôle du régime syrien et de la police militaire russe. Maintenant, nous tenons évidemment à ce que les inspecteurs disposent de tous les moyens possibles pour mener à bien leur travail et mener leur enquête le plus rapidement possible. Et nous ne voyons aucune raison pour qu'ils ne puissent pas se rendre à Douma. Objectif de cette enquête, déterminer si des armes chimiques ont été utilisées. Les experts ne sont pas tenus d'en identifier les auteurs. Olivier Lepic, je donne d'abord la parole parce que vous êtes un expert. Vous n'êtes pas un expert mandaté par l'OIAC, mais vous disiez, j'ai lu que c'était déjà trop tard, qu'avec le temps qui est passé depuis ces bombardements chimiques, on allait avoir peut-être un peu de mal à trouver des preuves. On est dans une situation qui est un peu similaire à une enquête policière. Vous avez une zone de crime. Il est évident que plus rapidement les policiers ou les inspecteurs arrivent sur zone, plus rapidement ils sont susceptibles de trouver des preuves tangibles d'une attaque chimique. Aujourd'hui, il s'est écoulé plus de 10 jours. Les Russes et les Syriens qui n'ont rien à cacher, soi-disant, empêchent les inspecteurs d'accéder au site. Les victimes sur lesquelles on pourrait faire des prélèvements biologiques, notamment évidemment les blessés, les morts, si tant est que les inspecteurs puissent y avoir accès. Le site même de l'attaque où on pourrait faire des prélèvements physico-chimiques. Et vous imaginez bien, sans être naïf, que la tentation, à partir du moment où les deux principaux suspects dans cette affaire occupent les lieux, la tentation de faire le ménage a dû être grande. Et ménage, ça veut dire physiquement retirer les preuves, ça veut dire... c'est nettoyer le site de toute trace physico-chimique d'une attaque chimique. À partir du moment où la plupart des victimes, j'imagine, 10 jours après sont déjà enterrés, ça va être un peu compliqué d'avoir accès aux fluides biologiques. Alors peut-être les blessés, mais chaque jour qui passe, effectivement, fait que le système biologique humain élimine les métabolites des agents avec lesquels ils ont été en contact. Et donc, voilà, chaque heure qui passe rend la possibilité de trouver des preuves irréfutables de plus en plus ténue. Les preuves irréfutables, Isabelle Lasserre, et je donne la parole aux députés, mais sur ces preuves irréfutables, une question avait été posée dans l'hémicycle hier sur... C'était votre président d'ailleurs qui... Avez-vous la certitude que ce sont bien nos services de renseignement français qui nous ont informés du caractère irréfutable? Il y a ce débat quand même qui est posé sur la preuve irréfutable. Cette question, elle est posée ou pour vous, elle ne l'est pas? Non, pour moi, elle n'est pas. Pour moi, il y a pas de. Pour moi, c'est un faux débat et c'est un débat qui est politique. Je me souviens, en 1999, je couvrais la guerre du Kosovo et quand les Serbes ont lâché, en fait, Moscou avait envoyé une colonne blindée de Moscou à Pristina et cette colonne s'était ruée d'abord dans l'aéroport de Pristina parce que c'est là que certains dossiers assez compromettants sur les faits et gestes de certains alliés serbes des Russes avaient été cachés et ils ont nettoyé ça. Les Russes savent assez bien faire ça. Je crois que c'est un faux débat parce que visiblement, si on mélange les résultats des services de renseignement, les analyses des vidéos, des photos, et pas seulement des services de renseignement français, je crois que la certitude est quasiment absolue. Ce sont les Français qui ont parlé les premiers. Les Américains ont un peu hésité, puis finalement c'est la France qui a parlé en premier. Par ailleurs, je comprends les doutes que peuvent avoir les Américains et les Britanniques qui, eux, en fait, se sont fait rouler dans la farine en 2003 en Irak. Oui, parce que ça reste quand même en mémoire. Donc je comprends. Pas traîner cette histoire de Colin Powell pendant des années. Oui, c'est vrai, mais elle est lourde de conséquences. J'étais dans ce rôle d'expert à l'époque. J'étais dans ce rôle d'expert à l'époque. Et j'ai dénoncé la position américaine. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Sauf que ça a provoqué... Il n'y avait jamais eu d'utilisation d'armes de destruction massive avant en Irak, alors qu'il y a eu des utilisations prouvées à de multiples reprises, à des dizaines de reprises en Syrie depuis 2011. Ce sont bien nos services de renseignement. Alors évidemment, sans déflorer des documents qui sont secret défense, mais c'est ce que dit, c'est ce qu'a confirmé Édouard Philippe. Ce sont bien les services français sur le terrain qui confirment que ce sont des frappes chimiques menées par le régime. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non mais c'est important. Si le Premier ministre prend cet engagement devant la représentante nationale, je crois que je lui fais confiance. Et donc je pense que je confirme ce qui a été dit auparavant, il n'y a aucun débat possible. De toute façon, si ce n'est pas le régime, il aurait fallu que ce soit quelqu'un d'autre. Tous les groupes armés qui étaient sur le terrain n'ont pas la capacité opérationnelle d'organiser ce genre d'attaque chimique. Confirmé, c'est balancé. C'est pas la première fois. Vous imaginez bien que si les Russes et les Syriens avaient trouvé
trouvé un petit laboratoire de la rébellion capable de synthétiser un neurotoxique qui nous l'aurait montré. Neurotoxique, c'est quoi? C'est du chlore? Et là, on aurait eu les preuves à l'inverse, très rapidement. Qu'est-ce que vous appelez le neurotoxique? Le chlore, la difficulté du chlore, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a deux parties dans ces frappes. Il y a deux messages. Il y a le message politique qui est celui du message qui consiste à dire nous ne tolérons pas l'utilisation d'armes chimiques et ça c'est une parfaite réussite et je le soutiens complètement. Et il y a la partie opérationnelle. Alors la partie opérationnelle, je pense qu'il faut être très très prudent. Pourquoi? Parce que depuis quelques dizaines de mois, les Syriens utilisent du chlore, qui est un agent industriel, certes toxique, mais qu'on trouve dans le commerce partout. Tous les Français qui ont une piscine ont quelques bidons de chlore dans leur garage, et que donc dire que la capacité chimique syrienne a été détruite, c'est très imprudent. Ils peuvent avec le chlore recommencer la semaine prochaine avec du chlore. Ils ont toujours des hélicoptères, ils ont toujours des. On se souvient de ces hélicoptères qui jetaient des bidons, enfin des fûts. Voilà. Le problème, c'est que c'est une arme très rudimentaire. Un neurotoxique, c'est complètement différent. C'est un agent chimique militaire uniquement dédié à la guerre. Et la Syrie avait les capacités, ou les avait avant. On en a détruit quasiment 1300 tonnes pendant le démantèlement du programme chimique syrien. Donc ils les avaient. À Khan Sheikhoun, c'est du sarin syrien qu'on a identifié grâce à un certain nombre d'additifs qui signent la fabrication syrienne. Donc là, il n'y avait aucun doute non plus sur la provenance syrienne. Xavier Breton, est-ce que vous êtes ce soir, parce qu'il y a plusieurs invités, et 3 en particulier, qui disent, pour nous, il n'y a pas de doute, il y a des éléments scientifiques, il y a des éléments qui viennent de nos services de renseignement. Est-ce que ce soir vous dites, moi j'ai encore le doute, malgré tout ce que on peut entendre? J'ai pas les compétences. Non, mais là vous avez des experts qui donc je crois qu'il faut le dire très clairement. Donc en plus il y a la parole du Premier ministre. J'ai confiance dans les institutions de mon pays et donc je fais confiance. Ceci dit, il faut comprendre les Français. Il y a eu effectivement le précédent de l'Irak qui a marqué les opinions occidentales. Également les Français, bien sûr, a fortiori les Américains, les Anglais, mais ça les a marqués. Et le deuxième point, il y a eu aussi une rupture qui s'est faite sous le mandat précédent par rapport à la ligne diplomatique française, où il n'y a plus cette confiance dans la diplomatie, quand François Hollande et puis son gouvernement a placé au même niveau Daesh et Bachar el-Assad. Et à ce moment-là, les Français ont senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Notre ennemi, et d'ailleurs Emmanuel Macron a réorienté au Congrès à Versailles, et Édouard Philippe l'a rappelé hier, notre ennemi c'est Daesh. Bien sûr, il y a une question par rapport à Daesh. La guerre est contre Daesh. Oui, mais il y a eu un problème où on a été aligné. Vous dites on se trompait d'ennemi, enfin, c'était pas très clair. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas... Laurent Fabius avait déjà fait amorcer ce virage, et d'ailleurs, quand le président de la République dit Daesh est notre ennemi, Bachar el-Assad, c'est l'ennemi de son peuple. Ce sont des mots qui, en fait, viennent de Jean-Yves Le Drian et qui avaient déjà été prononcés à l'époque. Donc le virage, il avait déjà été prononcé. Il avait commencé à être... Macron l'a confirmé. Mais il y a eu un moment où on était quand même sur une ligne qui était très alignée. Là, vous évoquez François Hollande dans les discours et les prises de position. Et encore une fois, moi, vous évoquiez tout à l'heure, quand j'étais allé avec Jean-Frédéric Poisson et Véronique Besse au Liban et en Syrie. Les chrétiens d'Orient aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il y avait ce débat. Mais pourquoi j'étais allé? C'est simplement parce que j'avais l'intime conviction que la position diplomatique française était intenable. La preuve, c'est qu'elle a changé. C'était simplement ça. C'est de continuer le dialogue avec Bachar el-Assad. C'était dire Daesh, c'est notre ennemi. Daesh tue les Français, Bachar el-Assad n'en tue pas, donc c'est l'ennemi numéro 1, c'est Daesh. 2, c'est dire les minorités, chrétiens d'Orient, yézidis, etc., disent pour l'instant on préfère un régime comme celui de Bachar plutôt qu'un régime islamiste sur lequel on serait tue effectivement les yézidis notamment. Troisièmement, c'est dire de toute façon on peut faire ce qu'on veut, il va falloir qu'on fasse avec Bachar. La preuve, c'est qu'on est aujourd'hui en 2018, il est toujours là. Alors on peut rêver, faire de la politique idéale, etc. On va en parler, réaliste. Il y a l'alternative qui est évoquée. Et finalement, je me rends compte qu'on arrive effectivement à cette politique réaliste, tant mieux. Voilà, c'est simplement ça, ça permet aussi de tout tout ce qu'on avait pu entendre à l'époque de... Attendez, dialogue ou concertation? Je peux juste ajouter des choses. Ce que vous dites est vrai, mais il faut quand même ajouter que c'est vrai surtout depuis 2015, date à laquelle l'intervention de la Russie et de l'Iran ont sauvé le régime de Bachar el-Assad. C'est-à-dire que au début de la décennie, Bachar est en train de perdre le pouvoir. Il perd du terrain, il perd pied. L'intervention de la Russie et de l'Iran. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas du tout les mêmes. Voilà. Delphine O, juste un mot et plusieurs d'ailleurs. Ce soir, les Français se disent effectivement, il y a ce débat de l'ennemi. Quel est notre ennemi? Alors, ça a été reclarifié, redit, c'est l'État islamique. Quelle est la stratégie finalement de la France? Parce qu'on comprend bien que cette ligne rouge très importante sur les armes chimiques, il ne fallait pas la franchir. La France est intervenue aux côtés des Américains et des Britanniques. Très bien.
Mais la stratégie derrière diplomatique, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que la stratégie... On réfléchit à une alternative, on re-rentre dans la table des négociations à Astana, on pousse la porte de force, on impose un Genève plus dynamique. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'alternative? L'objectif, c'est d'abord, et c'est ce qui a été très bien décrit par monsieur, c'est de revenir dans le jeu syrien. Et je crois que ça, c'est la conséquence fondamentale, la conséquence première de cette intervention. Sans être interventionniste, encore une fois, sans être va-t-en-guerre, sans être peut-être comme les Américains, la conséquence de cette intervention, c'est qu'on est revenu de facto dans le jeu syrien. On va relancer le processus diplomatique et je dois dire qu'on n'a jamais laissé tomber la diplomatie. Il y a eu cette intervention, mais parfois, l'usage de la force peut venir en soutien à la diplomatie. Et c'est aussi ça, quand je dis parler le même langage, c'est aussi renforcer notre main dans ces négociations. À qui le président parle, mais bien à Vladimir Poutine. C'est à lui qui s'est... À Vladimir Poutine, à Bachar el-Assad, aux Iraniens, à tous ceux qui sont dans ce jeu syrien, avec lesquels, effectivement, Emmanuel Macron a dit il faut composer avec eux parce que nous menons une politique réaliste. Nous menons aussi une politique qui est de crédibilité. Nous avons redonné quand même une certaine crédibilité à la parole de la France, comme ça a été dit malgré tout à les l'heure. critiques, on le verra dans l'hémicycle. Hein. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Sans provoquer d'escalade, puisqu'il n'y a pas eu de représailles majeures de la part ni de la Syrie ni de la Russie, avec un soutien de l'OTAN, de l'Union européenne, sans condamnation au Conseil de sécurité. Donc globalement quand même un soutien de la communauté internationale. Il me semble que c'est surtout en France finalement où on a entendu des critiques, voire des débats oiseux sur la véracité des preuves, ce qui me semble quand même un peu dommageable et c'est un peu une manipulation politique de la part des autres groupes quand on voit qu'il n'y a pas eu d'escalade. Un mot, Isabelle Lasserre, justement, on va se plonger dans l'hémicycle, vous allez voir, c'est intéressant. Je crois que ce qu'essaye de faire le président français est d'essayer de faire accoucher tout ça d'un compromis et de, à terme, mélanger les deux processus politiques, celui de Genève et celui d'Astana. Il a déjà fait une tentative qui a échoué il y a plusieurs mois. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de convaincre les Russes de rejoindre le processus, de taper sur la tête de Bachar et de convaincre les Turcs de venir aussi dans la balance. D'ailleurs, c'est très intéressant ce qui s'est passé pour ça. Et je crois aussi que dans la tête des responsables français, derrière en fait les cris d'orfraie à Moscou, etc. L'analyse qui est faite, c'est de pure forme. On a prévenu Vladimir Poutine, on s'est limité à des sites très ciblés. On a freiné Trump, qui serait bien allé plus loin, notamment taper 2-3 cibles liées aux Iraniens. Et finalement, ce qu'avait fait Israël une semaine avant, mais oui, on est revenu dans les raisons différentes. Et finalement, Poutine, qui lui-même est en difficulté parce qu'il n'arrive pas aujourd'hui à... Nous non plus, mais personne n'y arrive, parce que la guerre en Syrie est très compliquée. Il y a 5 guerres qui se mélangent. Mais Poutine est en difficulté parce qu'il n'arrive pas à traduire son succès militaire en succès politique. Et l'analyse qui est faite par Emmanuel Macron, c'est de dire aujourd'hui, tout le monde a intérêt à essayer de sortir de la crise. Et la manière dont ils ont mené les frappes a permis finalement à tout le monde de sauver la face. Vous êtes d'accord finalement? Alors, je suis pas sûre que ça marche. Chacun a mis son masque. Mais... voilà, moi, je crois de pure forme, on conteste. Il faut pas idéaliser, encore une fois. Vous y croyez, vous, la force des bombes pour amener à une diplomatie par la force, par l'idée qu'on montre qu'on a une puissance? Il y a bien deux niveaux différents. Il y a le côté utilisation des armes chimiques, il y a un message qui est très clair, une réaffirmation d'une ligne rouge, et dire elle a été transgressée. C'est une première d'ailleurs, puisque le nombre de frappes chimiques n'avait jamais été... Et ça, ce message, il est fait, et encore une fois, c'est dans la tradition de la France. Il y a les conditions de la légalité par rapport au Conseil de sécurité de l'ONU, mais ça, je l'entends. Après, d'idéaliser les choses sur l'évolution diplomatique au Moyen-Orient, là, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que ça a été quand même une opération limitée, très ponctuelle, et aux effets quand même, avec beaucoup de points d'interrogation. On a vu qu'il y a eu des démentis, des contre-démentis, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus crier victoire. Montrer que la France était un acteur sérieux. Il ne faut pas crier victoire. Voilà, on a bien compris qu'il y avait en tout cas un pion qui venait d'être déplacé par la France. Regardez la réaction de l'hémicycle, c'est intéressant parce que vous parliez d'union sacrée. Sur certains sujets et des interventions militaires, il y a parfois eu des unions sacrées de l'hémicycle. Je pense à la Centrafrique et à d'autres interventions, mais pas sur ce dossier syrien. Vous allez voir, les groupes sont divisés. Alors, la Nouvelle Gauche soutient, avec quelques bémols, mais a soutenu l'intervention, ainsi que le groupe Agir et la majorité des marcheurs. Mais vous allez voir, il y a une sorte de front, et bien sûr le MoDem, mais un front commun, où j'ai même vu que Jean-Luc Mélenchon avait applaudi, je crois, votre président de groupe, sur ses prises de position. Les Républicains, les communistes et la France insoumise, eh bien, l'ont contesté pour un certain nombre d'arguments précis. Écoutez, regardez.
Comme le prévoit la Constitution, moins de 3 jours après le début des frappes, le temps est désormais aux questions. Face à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe doit justifier l'intervention de la France en Syrie. Notre riposte était amplement justifiée dans ses causes. Dans ses modalités, elle a été soigneusement proportionnée. Des objectifs exclusivement liés au programme chimique, des objectifs exclusivement syriens. Elle a été ciblée pour éviter les dommages aux civils et conçue de façon à éviter toute escalade. Mais sur les bancs de l'Assemblée, pas d'unité nationale. Du côté des Républicains, Christian Jacob regrette que la France s'aligne sur les positions américaines. Je garde en mémoire la réaction du président Chirac quand en 2003, il a refusé que la France ne s'engage dans le bourbier irakien. Je le cite. S'affranchir, c'était les mots de Jacques Chirac, s'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. Du côté des socialistes, c'est l'absence de mandat de l'ONU pour agir en Syrie qui pose question. Nous ne pouvons que vous rejoindre lorsqu'il s'agit d'œuvrer au respect légitime des résolutions du Conseil de sécurité votées pour préserver les droits humains. Si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation particulière, où pour faire appliquer une résolution des Nations Unies, la France se place en dehors du cadre des Nations Unies, c'est principalement du fait du droit de veto accordé à 5 États membres. Outre l'absence de preuves, le président de la France insoumise a pour sa part dénoncé une intervention sans objectif précis. Qu'est-ce qu'une déclaration de guerre qui n'en est pas une quand on attaque un pays à plus de 3000 km de distance? Devons-nous considérer que bombarder 3 usines, ce n'est pas une déclaration de guerre et que par conséquent, à Pearl Harbor, ce n'est pas la guerre qui a commencé? Si l'intervention en Syrie se prolongeait au-delà de 4 mois, un vote serait organisé au sein du Parlement. Ces dernières années, il a été amené à se prononcer sur la prolongation d'opérations en Libye, au Mali ou encore en Centrafrique. Pearl Harbor, enfin, on a un peu réagi sur... Vous étiez dans l'hémicycle, j'imagine que vous avez vu quand même un petit peu sauter. Ça, oui, compare Pearl Harbor. Mesuré comme comparaison à l'image de Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça vous a. Moi, je voudrais revenir sur l'argument du suivisme des Français, cette ancienne de la droite et de l'extrême gauche, soi-disant les Français. On suit l'impérialiste américain. Totalement faux. Je pense que s'il s'est passé quelque chose, c'est bien l'inverse. Comme c'était dit tout à l'heure, je pense que le fait d'avoir cette action concertée avec les Américains et les Anglais, ça a permis peut-être un petit peu de modérer les Américains, de pouvoir cibler, d'avoir une action proportionnée, d'avoir une action rationnelle, sans escalade derrière. Pour rappel, il y avait eu une attaque américaine sur la question des armes chimiques il y a 1 an, qui sortait un petit peu de nulle part, qui n'était pas coordonnée avec les alliés français et britanniques, et qui n'avait donné lieu à rien, puisqu'il n'y avait pas eu de ligne rouge qui avait été fixée avant. Aujourd'hui, on est dans une stratégie qui est extrêmement cohérente. Cette ligne rouge, elle a été fixée à de multiples reprises, d'abord en mai 2017 devant Poutine, puis devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2017, et aujourd'hui, la France tient ses promesses. En quoi est-ce qu'on suivra les États-Unis? Juste un détail, Isabelle Lasserre, quand même, il faut préciser, ça a été avéré à travers des articles, des documents, que Al-Nosra a aussi utilisé à certains moments des armes chimiques, alors qu'ils n'étaient pas les mêmes que les neurotoxiques que vous évoquiez, mais il y a eu aussi l'utilisation par des groupes radicaux d'utilisation d'armes chimiques. Effectivement stipulé dans plusieurs rapports de l'OIAC. Al-Nosra a utilisé du gaz moutarde, en l'occurrence, du sulfure d'éthylhdichloré, probablement des anciens stocks irakiens, à moins qu'ils aient une petite capacité de production, mais c'est fort peu probable parce qu'il y a eu 2 opérations, donc on peut supposer que c'est des anciens stocks irakiens. Mais effectivement, mais sur la centaine d'occurrences, il y en a un peu plus de 100, l'immense majorité, c'est-à-dire hormis ces 2 opérations, sont imputables au régime. Et pour 80% d'entre elles, de manière totalement indubitable. Sans faire un pas en arrière, quand même, sur la stratégie militaire, Isabelle Lasserre, parce que quand même, on se dit, mais la Ghouta était acquise à Bachar, les troupes au sol et les avions russes avaient globalement repoussé. Je vais répondre, mais je voudrais. Comment se fait-il qu'on bombarde en plus avec des armes chimiques? On se dit c'est très étrange. Je vais vous dire, mais je voudrais quand même juste ajouter un truc sur ce suivisme français. Trumpiste ou américain? Non, parce que c'est ce qu'on sort à chaque fois, c'est la tarte à la crème. Ok. Libye 2011. Les Américains sont à la traîne. Ça s'appelle le leading from behind. Mali 2 ans plus tard.
c'est les Français qui sont là. Les Américains sont à la traîne et fournissent des moyens de reconnaissance, des drones et de ravitaillement en vol. En deuxième rideau, en effet. Août 2013, Barack Obama fait défection. Il est à la traîne par rapport à Hollande. De quoi on parle? Donc voilà. Et sur l'histoire de la stratégie militaire, quel intérêt on a à bombarder? Quand on gagne au sol avec des hommes. Quand ça traîne un petit peu et que on bombarde semer la panique. Créer un effet psychologique. Non, moi, ça accélère, non? Clairement, je n'ai jamais pensé que le régime utilisait l'arme chimique à des fins militaires. C'est ça, c'est de la psychologie. Le régime utilise l'arme chimique pour terroriser ses populations, pour terroriser ses adversaires. On connaît tous la dimension quasi psychiatrique de l'arme chimique. C'est une arme qui fait très peur et on a vu ces images à de nombreuses reprises absolument terribles. Ça crée l'effroi en voyant ces images. Ça crée l'effroi. Le président français en parle d'ailleurs. L'argument qui consiste à dire la route a été tombée, quel intérêt? Mais à chaque occurrence, on se rend compte que ce n'est pas pour un gain militaire. C'est vraiment un message aux rebelles pour leur dire, quoi qu'il arrive, vous ne survivrez pas et on utilisera toutes les armes, y compris les plus terribles à notre disposition, quoi qu'en pense la communauté internationale, pour reprendre chaque once du territoire syrien. Cet argument, il est là aussi oiseux. Oui. Je constate cependant que le lendemain du bombardement chimique, le mouvement rebelle qui tenait la Douma a capitulé. Donc on ne peut pas dire non plus que ça n'a pas un Oui, mais bien sûr. Non, mais je voulais vous entendre. Les derniers combattants. Mais franchement, accélérateur de conquête. D'un point de vue tactique, ça n'est pas l'intérêt militaire qui est recherché par le régime. Ça accélère et ça donne aussi l'idée à la population d'Idlib, qui est la prochaine poche, puisque c'est la dernière tenue par les rebelles, qui est peuplée de 2,6 millions d'habitants, de commencer à décrocher aussi. Ça montre à la population syrienne que toute résistance est vaine, et ça montre à la communauté internationale que Assad peut continuer à agir en toute impunité. Aujourd'hui, en faisant une mesure de représailles vis-à-vis de ces attaques chimiques, on a montré que cette impunité n'était plus possible. Bachar el-Assad, puisque c'est que les députés, pour un certain nombre d'entre vous, et votre groupe en particulier, se sont opposés à cette intervention, l'ont critiqué pour le moins. Qu'est-ce que vous dites ce soir de Bachar el-Assad? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des délégations de députés de gauche, de droite, qui sont allés le rencontrer, qui ont voulu continuer à maintenir ce lien, ce dialogue. Il faut une alternative politique, Xavier Breton, ou est-ce que vous avez le sentiment que d'une manière, je dirais presque éternelle, on va avoir Bachar el-Assad 20 ans au pouvoir? Est-ce que grâce à ce soutien de l'Iran, de la Russie et de ces deux puissances, Bachar el-Assad va rester au pouvoir, ou est-ce qu'on est déjà entré, sans qu'on nous le dise d'ailleurs, dans un processus politique? Ce qui est clair, c'est que on n'a pas aujourd'hui une opposition syrienne qui soit suffisamment solide pour pouvoir incarner une relève et qui soit peut-être avec le temps, mais aujourd'hui. D'autres choix à d'autres moments. Mais il y a plusieurs années. Allez-vous parler d'une relève ou d'une alternative politique alawite ou d'une autre possibilité politique? C'est-à-dire que la question, c'est qu'on a aujourd'hui effectivement laissé sans aucun doute pourrir la situation, mais à tel point que les oppositions sont beaucoup plus proches des terroristes islamistes que effectivement d'une véritable opposition. Donc pour vous, il y a danger finalement. Et il y a un vrai danger. Donc après, moi, je suis pas là. Entre la peste et le choléra, vous dites que Bachar el-Assad reste ou pas. Instrumentalisé d'ailleurs cette montée en puissance. Je veux dire de tout voir avec tous les défauts de Bachar el-Assad, sans aucun défaut sur tous ceux qui les entourent, je crois que ça pose un problème de crédibilité. Je ne dis pas ça. Parce que c'est toujours. Je dis qu'il a quand même énormément de défauts. Je me souviens de Drakkar, je me souviens quand on dit qu'il n'a pas tué de soldats français. Je pense que la famille Assad a du sang sur les mains, y compris du sang français. Je suis d'accord. Il était tout petit. Là-dessus, la famille Assad. Voilà. Mais c'est le digne fils de son père. C'est le Liban, c'est les parachutistes. Oui, mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a effectivement une coalition des Américains, des Israéliens, de l'Arabie Saoudite, etc., contre Bachar, et que voilà, soit on joue à ce jeu. Moi personnellement, je ne joue pas à ce jeu parce que je crois que c'est pas une ligne qui est indépendante, et je ne suis pas suiviste effectivement des intérêts américains, des intérêts pétroliers de l'Arabie Saoudite, etc. Je pense qu'on doit avoir une ligne indépendante. C'est ça que veulent les Français. Alors est-ce que nous sommes suivistes des intérêts russes et iraniens? Cette question est posée. On a effectivement à trouver notre ligne entre les deux. Et simplement, je ne me mets pas
tout le temps derrière les Américains. Je dis simplement, nous avons notre place entre les Américains et entre les Russes. Et là, eh bien, avec 12 frappes sur la centaine qui ont été faites, les Français sont les seconds, on va dire, d'une opération. Moi, je souhaite qu'on ait toute notre place, mais simplement, il faut bien voir que, objectivement, on a eu une politique d'alignement ces dernières années. Je souhaite qu'on retrouve toute notre parole. Les exemples donnés ce soir montrent que la France a souvent été en première ligne sur les sujets qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la France qui engage, qui dynamise. Dans les années 90 et au début des années 2000. On parlait du Mali, c'est tout. Le Sahel, c'est aujourd'hui. On a 5000 hommes là-bas, quand même. Oui, qui restent encore. Mais quand vous parliez des années... On fait le boulot pour les Américains, dans le Sahel. Je suis d'accord. Delphine Haut, en parlant de faire le boulot, on l'entend beaucoup aussi. Certains disent, mais pourquoi on en veut autant à Bachar el-Assad? Parce qu'après tout, c'est lui qui fait le boulot contre l'État islamique qui engage et qui envoie des terroristes sur notre territoire. Pourquoi ne pas laisser faire le boulot à la place des puissances? La guerre civile syrienne, c'est quand même 400 000 morts, 2 millions de blessés, plusieurs millions de réfugiés dans les pays alentours et des réfugiés aussi qui arrivent en France. Donc je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ces chiffres-là. Et à la base, c'est quand même une révolte populaire pour une demande de démocratie. La guerre civile, elle n'est pas née de nulle part. C'était une demande de démocratie. Exactement, c'était un printemps arabe qui a été réprimé dans le sang et qui continue à être... Dans les 400 000, vous mettez dedans les soldats du régime, etc. Ils sont extrêmement minoritaires dans le nombre de victimes. Avec ce discours, on tombe dans la stratégie de Bachar el-Assad, qui, après avoir annihilé la rébellion démocratique, s'est posé en garant de la lutte contre l'islamisme et le terrorisme. Il l'a instrumentalisé tout au long de ce conflit. Des prisons. Bien sûr, et il a soutenu à de nombreux égards l'État islamique quand c'était nécessaire. Il a joué cette carte et il a toujours cherché à apparaître comme le défenseur d'une certaine laïcité contre les terroristes islamistes. C'est le cœur de la stratégie de Bachar depuis le début. D'ailleurs, d'abord les rebelles modérés parce qu'ils étaient plus dangereux, et la Russie, l'armée syrienne libre a fait exactement la même chose. Quand vous entendez des représentants des chrétiens d'Orient qui vous disent « nous, on préfère Bachar à un régime islamiste », qu'est-ce que vous répondez? Bien sûr, c'est facile de diaboliser, combien de sunnites ont été tués? C'est important la protection des chrétiens d'Orient, mais est-ce que c'est au prix de millions de sunnites ou de chiites qui se font tuer sur le terrain? Est-ce qu'on peut les oublier aussi dans l'équation? Non, on ne les oublie pas. Simplement, il faut... Enfin, je veux dire, c'est d'avoir ce Bachar bashing, on va dire, qui est constamment dans la politique française. Moi, je ne le défends pas. S'il doit partir, il part, qu'il y ait une autre solution, il n'y a aucun souci. Mais simplement, on se cristallise là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas seulement la Syrie. Il va y avoir tout l'enjeu entre les États-Unis et l'Iran, avec... Excusez-moi, mais Bachar el-Assad n'a pas attendu... La négociation sur le nucléaire. Un dictateur sanguinaire avec des geôles dans lesquelles la torture était pratiquée, dans lesquelles les opposants étaient éliminés. Je veux dire, je ne fais pas du Bachar bashing, mais moi, je ne lui serrais pas la main. C'est un dictateur dont les mains sont couvertes de sang de son peuple, bien avant depuis Je ne suis pas fier de l'avoir fait, mais je ne suis pas honteux non plus. Parce que moi, je ne vais pas non plus serrer la main du prince d'Arabie Saoudite avec tout le conflit au Yémen. Oui, mais voilà. Mais après, je ne donne pas des leçons, je ne me mets pas en colère au Parlement européen. Avec des armes françaises, dit-on d'ailleurs. Tout à fait. Donc c'est pour ça, l'indignation, elle est très sélective en la matière. Ce qui compte, c'est la cohérence. Or, là-dessus, on se rend compte qu'effectivement, quand on est uniquement unilatéral en pensant que c'est sur une personne que tout se résume, c'est facile, bien sûr, d'exciter l'opinion là-dessus. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à la réalité, à la complexité des choses, et notamment aux perspectives qui sont derrière ce conflit syrien, avec la question iranienne et du nucléaire, qui est aujourd'hui, qui est celle qui doit nous inquiéter. Qui est l'autre enjeu, évidemment, parce que Emmanuel Macron va essayer de convaincre, dit-on, Donald Trump. S'il peut le convaincre sur un point, c'est peut-être qu'il ne cède pas sur cet accord nucléaire et qu'il ne le casse pas. Ça, c'est un vrai sujet. Parlons un peu des Turcs. Écoutez Jean-Yves Le Drian, les Turcs, parce qu'il y a le débat avec les Kurdes. Ça se passe au nord. On verra une carte tout à l'heure. C'est très intéressant. On en a peu parlé ce soir des Turcs, avec ces Kurdes qui ont combattu avec des femmes et des hommes de toute confession d'ailleurs, parce que dans l'armée kurde, il y a toutes les confessions contre l'État islamique très directement. Alors, ont-ils été abandonnés en race campagne? Non, répond Jean-Yves Le Drian. C'est ce matin sur France Info, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et il tente de nous rassurer, même si la situation sur le terrain est très complexe pour les Kurdes. Nous souhaitons que les Turcs respectent le cessez-le-feu que nous avions souhaité. La coalition pourrait protéger la résolution. La coalition pourrait protéger activement et militairement les Kurdes. La coalition n'a pas été en combat sur le territoire syrien, sauf pour lutter contre Daesh. Et les Kurdes nous ont beaucoup aidés pour cela. Nous devons leur être reconnaissance. Je ne pense pas qu'il faut dire cela comme ça. Je pense que nous sommes vigilants pour que
ils puissent, dans la zone où ils sont, à la fois assurer la gouvernance indispensable de cette renaissance partielle de la Syrie, et nous sommes vigilants aussi pour qu'ils soient partie prenante totalement du processus de paix. D'ailleurs, le président de la République les a reçus pour le leur dire. Voilà, d'ailleurs, il les a reçus, puis ça a créé un incident diplomatique, vous vous souvenez? Bah oui. Il y avait un petit problème de drapeau. De drapeau? Non, mais pas seulement. C'est qu'à l'issue de cette rencontre hors caméra, puisqu'on n'a pas pu filmer ces personnes, mais ces combattants ont indiqué que la France allait engager des troupes au sol, et l'Élysée a dû envoyer un communiqué pour expliquer que c'était pas vrai. Mais quand on regarde bien de très près cette situation, on a des soldats français sur place. Sur place, où ça? Manbij, force spéciale. On a des hommes, on a des soldats engagés. Spécial. Oui, mais on va redire ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la guerre... Ce sont des soldats français. On a des représentants de la France avec un drapeau bleu, blanc, rouge qui sont aujourd'hui dans le nord de la Syrie. Ils mettent pas toujours leur drapeau. Hein. Pas toujours les forces spéciales. Oui, ils se dissimulent, c'est vrai. Mais vous confirmez ce soir qu'il y a des hommes qui, avec les Américains, essaient d'empêcher les Turcs de descendre trop bas. C'est bien ça la réalité. Moi, j'ai pas les informations du renseignement militaire, mais je pense que ce qui est important de rappeler, et c'est ce que disait le ministre aujourd'hui, la guerre aujourd'hui, elle est contre Daesh, elle est effectivement pas contre Bachar el-Assad, elle n'est pas non plus contre les Turcs. Les Kurdes ont été notre allié dans une certaine mesure pour se battre contre Daesh, effectivement, mais l'objectif de cette intervention militaire, de ce soutien militaire qui existe depuis plusieurs années, c'est vraiment de mettre fin à Daesh, et un objectif qu'on est en passe d'achever. Isabelle Lasserre avec Xavier Breton, c'est compliqué parce que les Turcs, ils s'allient des islamistes sur le terrain. Les Français sont embarrassés. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on est embêtés, comme on dit. Il faudrait quand même pouvoir remercier les Kurdes, que ça c'est la ligne rouge des Turcs. Eh oui. Les Turcs, il y a beaucoup de lignes rouges qui se croisent. Les Turcs s'énervent assez facilement, donc voilà. Et on a vraiment besoin des Turcs, au moins pour deux raisons. Pour les emmener dans ce projet de relance du processus politique, de manière en tout cas le tour de table hypothétique. Et pour une autre raison, c'est que les Turcs sont un des piliers de l'OTAN, et que depuis plusieurs mois, ça va plus du tout. Et il y a un gros problème turc à l'OTAN, dont l'OTAN ne parle pas ouvertement et publiquement. Mais tous les efforts aujourd'hui sont faits pour essayer de réotaniser la Turquie et Erdogan. La conférence de presse ce matin, d'ailleurs, de le ramener du côté, de le tirer un petit peu du côté occidental. Et donc on a besoin des Turcs pour plein de raisons. Et les Kurdes, c'est dur à dire, sont un peu sacrifiés. Voilà, sont un peu sacrifiés. C'est le sentiment que l'on a quand même. Vous êtes d'accord? Mais je pense que c'est la Turquie ils sont pris en tenaille. Oui, c'est la Turquie qui s'est mise toute seule dans et Bachar el-Assad, c'est compliqué par ailleurs. C'est la Turquie aussi qui s'est mise toute seule dans cette position. Effectivement, elle appartient à l'OTAN, à cette alliance transatlantique d'un côté, et d'un autre côté, elle y appartient vraiment, elle en est membre. Juridiquement, elle en est parfaitement membre, mais dans ses actes. C'est une des principales armées de l'OTAN. À ce titre, quand l'OTAN soutient l'intervention militaire franco-britanno-américaine en Syrie, la Turquie fait partie des pays qui soutiennent cette action. Maintenant, on sait que la Turquie a toujours été un opposant de longue date à Bachar el-Assad, a financé, a soutenu un certain nombre de groupes rebelles. Aujourd'hui, ils utilisent encore contre les Kurdes. Maintenant qu'elle se focalise sur les Kurdes, elle a un peu changé de positionnement aussi. Et donc il y a un espèce de jeu qui est en train de se recomposer au sein de la Syrie, sur le territoire syrien, avec les Turcs d'un côté, les Kurdes, les Iraniens aussi, avec le Hezbollah, l'armée syrienne, etc. Mais je pense que la Turquie, effectivement, est dans une position difficile aujourd'hui. Oui, parce que je crois que le problème, on n'a pas... Quelle position vous avez sur la Turquie? On n'a pas la solution. De fermeté à l'égard de l'Arabie Saoudite. On n'a pas la solution d'organisation de la Syrie territoriale. Est-ce qu'on va vers une organisation fédérale, etc., qui correspond à chaque peuple ayant son territoire, mais ça créerait d'autres problèmes. Enfin, je veux dire, il faut être très clair là-dessus. On n'a pas... à Astana, il y avait l'idée de créer une partition en quatre territoires. Oui, mais comment faire? Et Astana est mort. Voilà. Donc l'ONU excluait Bachar et Astana excluait les rebelles. Oui, c'est une formule. Non, mais c'est vrai. Mais Delphine, très concrètement, ce soir, il y a effectivement, et c'est d'ailleurs été le débat diplomatique du président, je le redis, qui, face aux deux journalistes pugnaces, expliquait qu'il avait réussi à convaincre les Américains de rester. Toute cette affaire remontait presque 15 jours avant, à l'époque où les Turcs descendaient vers Manbij, et les Américains ont confirmé qu'ils partaient. Très concrètement, si ces 2000 soldats américains s'en vont,
nos 70 soldats français des forces spéciales, ça va faire maigre quand même pour empêcher les Turcs de descendre. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire trop de politique fiction. Non, mais j'essaie de comprendre. Vous voyez, si les Américains s'en vont, c'est pas de la fiction. Les États-Unis sont évidemment, ils sont souverains sur leur décision de rester ou pas. Ceci dit, on n'est pas à l'abri. Souvent, on n'est pas à l'abri d'un revirement. On n'est pas à l'abri d'un revirement de la part du président américain. Il avait quand même dit pendant la campagne présidentielle américaine qu'il n'y aurait pas de nouvelles frappes, que les Américains sortiraient de Syrie. Il y a eu des nouvelles frappes qui sont sorties un peu de nulle part il y a un an. Il y a eu des nouvelles frappes cette fois-ci en coopération avec les Français et les Britanniques. Donc moi, j'attendrai un petit peu avant de voir s'il n'y a pas un nouveau revirement. Parce qu'il y a évidemment le président, mais il y a aussi tout l'établissement militaire autour de lui qui est plutôt pour rester. Au Moyen-Orient, la réalité se charge toujours d'infléchir les propos, qu'ils soient de campagne électorale ou de début de mandat. Moi, journalistiquement, je m'arrêtais sur ce qui avait été annoncé dans le communiqué le soir même de l'interview d'Emmanuel Macron. Nous confirmons notre retrait de cette zone sans donner de calendrier. Très concrètement. À quelle échéance sans donner de calendrier? Si, il a dit l'échéance donnée par la Maison-Blanche, c'est entre 4 et 8 mois. Mais il fait les deux en même temps. En même temps, vous voyez, comme quoi. On sait qu'il y a des éléments d'actualité politique intérieure américaine, avec une série d'affaires qui fait que le bruit extérieur des armes, des frappes aériennes, ça permet aussi de couvrir un peu les affaires intérieures américaines. Il faut être très clair. Mais Xavier Breton, est-ce que ce soir vous dites, et Jean-Luc Mélenchon le disait à mots couverts à l'issue de sa prise de parole, ce sont finalement les Russes qui ont gagné cette bataille. Est-ce que vous considérez qu'ils ont gagné? On évoquait tout à l'heure avec Isabelle Lasserre qu'ils avaient gagné militairement, mais pas politiquement. Est-ce que ce soir les Russes sont les gagnants de cette opération? C'est sûr qu'ils sont incontournables. On a retrouvé des Russes qui affirment leur force. Ils l'ont affirmé en soutenant le régime de Bachar et en le portant à bout de bras. Ils sont aujourd'hui incontournables. Ceci dit, ils n'arrivent pas à organiser de manière durable parce que les intérêts sont tellement compliqués entre les 5 conflits que vous évoquiez tout à l'heure, qui se superposent au Moyen-Orient. Effectivement, entre l'Iran, la Turquie, la Russie, Israël, etc., et l'Arabie Saoudite, il n'y a pas un qui est plus fort que les autres. Ce qui est clair, c'est que maintenant, la Russie est redevenue un acteur majeur. On regardait les images tout à l'heure de cette conférence de presse de l'OIAC, et on voit bien qu'effectivement, qu'il y a un climat de guerre froide, on se le disait entre nous. On retrouve ça. Et c'est vrai deux puissances qui se regardent à travers le dossier syrien. Voilà, tout à fait. Et ça rappelle effectivement des souvenirs pour les plus anciens d'entre nous. Mais est-ce que l'Amérique est encore dans son mythe finalement d'aller sauver les démocraties? On a le sentiment on parlait de Barack Obama, mais que même Donald Trump finalement est dans une posture très protectionniste à l'égard de sa manière de gérer ses armées. On a changé d'air là. Il a une politique à l'égard qui n'est pas très différente de celle de Barack Obama. Il y a eu des grands espoirs quand Barack Obama est arrivé d'interventionnisme et du moins d'une politique ambitieuse en matière de politique étrangère. J'ai été très déçu par la politique, mais je ne suis pas le seul, par la politique étrangère de Barack Obama. Et avec Donald Trump, on est dans un retour, effectivement, à America's First. Exactement. Un peu plus chaotique quand même. Oui. Mais sur le fond, c'est vrai, on n'est plus dans je suis le gendarme du monde et je vais déployer mes troupes. Donald Trump, je ne lui ferai pas cette injure. Delphine, concrètement, est-ce que la France, avec évidemment le président Macron, a envie que la France revienne dans le jeu diplomatique? Il a envie de mettre tout le monde sur la table. Est-ce que c'est pas l'Europe qui devrait être la puissance politique capable de le faire? Est-ce que la France toute seule peut faire cela? Alors juste pour revenir sur les Russes, pour répondre à votre question, si les Russes étaient tout puissants en Syrie, est-ce qu'ils ont gagné? C'est ma question. Le processus d'Astana aurait marché. Or, c'est un échec. Il n'y a pas eu de vraie zone de déescalade et il n'y a pas eu de solution politique qui a été trouvée par ce processus qui rassemble, pour rappel, la Russie, l'Iran et la Turquie. Alors sur la question de l'Union européenne, d'abord sur l'intervention militaire, il n'y a que la France et la Grande-Bretagne en Europe qui ont cette capacité opérationnelle et je pense qu'on peut d'ailleurs se réjouir de ce grand succès de notre armée. Sortie de l'Europe des Britanniques, mais en même temps rapprochement militaire dans cette alliance. C'est très intéressant. Des questions de défense aujourd'hui. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui, je pense, fort au sein de l'Union européenne, des 27 pays de l'Union européenne, sur ce qu'il faut faire en Syrie. Et la France assume un rôle de leadership sur les questions militaires comme sur les questions stratégiques et les questions politiques. Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Vous avez vu, Isabelle Lasserre, on est passé vite sur les Kurdes parce qu'on a compris que leur situation est difficile. Mais eux, ce qu'ils réclament, c'est un territoire, alors fédéral ou pas, mais une zone unifiée dans laquelle le peuple kurde puisse vivre et faire de la politique et se développer. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est une utopie et personne ne leur laissera jamais créer ce territoire? Le problème des Kurdes, c'est qu'ils sont extrêmement divisés.
Et ils sont pas du tout d'accord entre eux, selon qu'on les prend en Syrie, en Irak, en Turquie, en Iran. Donc vous répondez à ma question par l'impossibilité. C'est très très compliqué parce qu'ils ont. Et ça me permet de faire une petite transition avec votre question, avec votre sous-présidente précédente. Donc ils sont divisés et l'Union européenne l'est aussi. Et c'est bien ça le problème. Pourquoi la France est en pointe? D'abord parce que c'est la seule armée capable de mener des opérations d'intervention de ce type en Europe. Mais le problème de l'Europe, c'est que elle est divisée dans son analyse des menaces. C'est-à-dire que tout le nord et l'est de l'Europe, en fait, voient la menace russe, oui. Et pas celle du sud. Les pays du sud se concentrent sur la menace du sud, et la France est un des seuls pays parce qu'elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle a une tradition d'empire, etc., et qu'en fait elle a une vision globale du monde, d'être capable d'appréhender à la fois les deux menaces. Mais c'est vrai qu'il est super compliqué de mettre ces deux Europes ensemble. Si vous parlez aux Polonais, ils disent moi mon problème c'est l'ours russe. C'est l'ours russe. C'est pas la Syrie, c'est pas mon domaine. Viens pas chez moi de toute façon. Voilà, et c'est pas l'immigration. Nous on leur ferme la porte, donc il y en a pas chez nous. Donc c'est très compliqué. Et tant que l'Europe ne réussira pas en fait à avoir une union, une vision commune, elle pourra pas avoir de stratégie commune. Ni de défense commune, d'ailleurs. Le leader sur une crise comme ça. Xavier Breton, c'est pour boucler le débat, puisqu'au début de l'émission, vous avez démarré en réagissant aux propos d'Emmanuel Macron, mais sur la scène internationale, au-delà des critiques que vous faites, qui sont des critiques politiques, est-ce que vous trouvez comme ça qu'il donne une autre image de la France dans sa manière d'intervenir, dans sa manière de prendre position sur le terrain diplomatique? On avait beaucoup reproché à François Hollande finalement de ne pas avoir été assez présent. Je le dis très clairement, je pense que les Français retrouvent un président de la République qui enfile un peu mieux le costume que son prédécesseur, et ça fait partie des raisons effectivement de la popularité relative du président Macron. Simplement, il est sur une séquence qui est très égocentrée. On le voit bien aussi avec la révision de la Constitution où c'est le Parlement qui est fautif et l'exécutif lui se remet pas en question. Enfin, le débat va faire rage. Il y a plein de débats comme cela, tout à fait. Donc c'est une séquence de ces derniers jours où il y a une pratique un peu césariste, on va dire, du pouvoir. Attention, encore une fois. Mais moi, je respecte la fonction présidentielle. C'est le chef de l'État, chef des armées. Et qui l'honore en quelque sorte, c'est ce que vous dites. Je le dis à sa manière, il le fait, surtout par rapport à son prédécesseur. Je ne veux pas le comparer à ceux d'avant. C'est encore un peu tôt. Delphine O, avant de nous quitter, le calendrier diplomatique, j'évoquais une rencontre avec Donald Trump, il y a aussi Vladimir Poutine. C'est comment les choses se passent là dans le mois et demi qui vient? Parce qu'il y a ces frappes et puis il y a la politique qui va reprendre ses droits. Ça se passe comment? Comment il reprend les choses en main, le président? Alors la semaine prochaine, déjà pour rappel, il y a une conférence Union européenne, ONU sur la Syrie à Bruxelles qui se tiendra donc sur le futur de la Syrie. Après, on a oublié de parler, c'est l'occasion maintenant, du small group, qui est donc ce groupe qui est constitué autour de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, plus l'Arabie Saoudite et la Jordanie, pour justement contribuer à relancer ces négociations diplomatiques. On a vu que Astana n'a pas marché. J'ai le yeux au ciel, Xavier Breton, quand on dit Arabie Saoudite. Les négociations intersyriennes. Je pense qu'il faut mettre dans le jeu effectivement les acteurs qui sont autour dans la région. Je pense qu'il faut aussi parler à la Russie et à l'Iran. On se rejoint peut-être là-dessus. Et comme on le disait tout à l'heure, peut-être faire fusionner à la fois le processus d'Astana et le processus de Genève. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. On l'aura bien compris, évidemment, pour permettre à la France de revenir, puisqu'Astana n'est toujours pas indiqué. Quelqu'un essaye. C'est ça. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de solution sans tous les acteurs de la région. Ça, c'est certain. On les a évoqués. Un dernier mot avant de nous quitter, parce que vous êtes un expert. Vous allez observer, j'imagine, les inspections, là, ces inspecteurs mandatés. Rien ne dit ce soir qu'il n'y aura pas d'autres frappes chimiques. Non, encore on n'a pas la certitude, malgré que les lignes rouges aient été... Il est très imprudent. Enfin, on l'a vu, Khan Sheikhoun, il y a un an, des frappes, 59 missiles Tomahawk sur une base aérienne. Ça n'a pas empêché le régime de continuer à plusieurs reprises à utiliser du chlore. Encore une fois, je suis très sceptique sur un certain nombre de déclarations qui laissent à penser qu'on a entamé le potentiel chimique syrien. Je pense que si le régime a la volonté de recommencer, il recommencera demain avec du chlore et personne ne pourra l'en empêcher, sauf si ces frappes
ont joué leur rôle, à savoir ont eu un vrai effet de dissuasion, et c'est pour ça qu'il faut se féliciter de cette action. Merci, vivement la paix, j'ai envie de dire, sur ce dossier syrien. Merci à vous quatre, merci à Xavier Breton, vous êtes député des Républicains de l'Ain, et vous êtes de ce groupe France-Syrie, du groupe d'études à vocation internationale. Merci à Delphine Haut, vous êtes députée de La République En Marche, membre de la Commission des Affaires étrangères, et vous êtes la présidente du groupe d'amitié France-Iran. Merci Olivier Lepic, historien des armes chimiques, on l'aura compris tout au long de ce débat, associé à la Fondation pour la recherche stratégique, et je remercie Isabelle Lasserre, qui est rédactrice en chef adjointe au service étranger au Figaro. À lire dans le Figaro d'ailleurs une page d'analyse entre Frédéric Ancel et Caroline Galecteros. Ils ne sont pas d'accord d'ailleurs sur ce dossier syrien. C'est à découvrir dans les pages du Figaro. Merci de nous avoir suivis. Demain, bien c'est la suite de nos émissions en direct. Ça vous regarde évidemment. Restez fidèles. Bonne soirée. À demain. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien dans un instant. La séance est ouverte. En exclusivité sur LCP. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Vous preniez le risque immense de reproduire les erreurs du passé. L'ensemble du gouvernement a parfaitement conscience de l'ampleur de la tâche. Vous allez appauvrir plus de la moitié des retraités de France. Redonner des moyens à nos services publics et rattraper nos retards. C'est dans le dialogue que nous trouverons des solutions. Vivez en direct et en intégralité les questions des députés au gouvernement. Demain à 15h.